Cantini de Douala et déjà avec nous le docteur Serge Ngouatna qui est médecin anesthésiste, réanimateur, urgentiste, des choses il en voit et il nous dira pas mal de choses justement dans le cadre de sa tâche, son travail et des éléments qui pourraient nous aider à plus d'un titre pour éviter bien sûr une catastrophe. Le docteur Serge Fotso-Chimie, gastro-entérologue également, sera des nôtres dans le cadre de cette production. Pendant les fêtes, ça mange beaucoup, ça boit beaucoup et parfois des mélanges qu'on pourrait qualifier même d'incroyables et avec des conséquences qui peuvent suivre et que certains connaissent peut-être déjà ou ont connu. Alors, comment faire pour ne pas arriver à des accidents, à des catastrophes, à des inconforts irréversibles? Eh bien, nos spécialistes nous diront tout ce matin à la Cantini avec vous. Vous le savez, c'est une coproduction Hôpital La Cantini de Douala, Radio Balafon. Et bien sûr, la supervision est assurée par le directeur de l'hôpital La Cantine de Douala, le docteur Marie-Solange Ndomé-Bonguet. Et à la coordination, comme toujours, il officie Georges Sémé, d'ailleurs avec nous dans ce studio. Madame, monsieur, cette émission est la vôtre, vous le savez, au 650 25 25 50. Vous pourrez échanger avec nos spécialistes sur une préoccupation, une zone d'ombre, en tout cas en lien avec la thématique du jour. C'est laquelle? Accident, risque, intoxication alimentaire, comment éviter une catastrophe. À la partie technique, il officie ce matin Benaji à ce micro de présentation. Gertrude Fernand Djoka, madame, monsieur, merci de nous recevoir chez vous. L'hôpital La Cantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. La Cantini vous écoute, un spécialiste vous répond, mais pour ce matin, ce samedi, ce sera non pas un spécialiste, mais deux, et je m'en vais tout de suite accueillir le premier, le docteur Serge Ngouatna, qui est médecin, on l'a dit il y a un instant, anesthésiste, réanimateur, urgentiste en service à l'hôpital La Cantine de Douala. Bon matin, doc. Merci Gertrude, bonjour à vos nombreux auditeurs. Une joie de vous avoir avec nous dans le cadre de cette autre production, docteur Ngouatna. Alors, la période s'y prête, c'est la fin d'année. Et on le sait, c'est une période de forte consommation et d'intense activité. Eh bien, la Cantini avec vous donne donc la parole pour la circonstance à vous, spécialistes. Vous êtes deux en service, bien sûr, à l'hôpital La Cantine de Douala. Le médecin gastro-entérologue, docteur Fotso-Chimie, nous rejoindra dans un court moment dans cette production. Et vous êtes déjà là, docteur Serge Ngouatna. Alors, dites-nous, dans le cadre de votre spécialité, lorsqu'on parle, ça c'est déjà pour éclairer la lanterne des uns et des autres, lorsqu'on vous présente comme anesthésiste, réanimateur, urgentiste, de façon beaucoup plus claire et en des termes beaucoup plus simples, il s'agit de quoi concrètement ? Merci pour la question. Effectivement, Gertrude, la spécialité d'anesthésiste réanimateur est une spécialité que le grand public découvre de plus en plus. Et cela est dû à la fréquence accrue des chirurgies que le grand public subit, notamment à l'hôpital de la Cantini. En quoi elle consiste cette spécialité? L'anesthésiste est le médecin qui est chargé de votre sécurité pendant tout votre parcours au bloc opératoire. Celui-ci commence en préopératoire par une consultation au cours de laquelle il doit s'assurer que vous êtes en parfaite santé pour subir cette intervention. Vous avez de bons paramètres.
vous avez de bons paramètres, vous êtes stable. Si vous avez une pathologie préexistante, autre que celle pour laquelle vous venez vous faire opérer, on doit s'assurer que cette pathologie est suffisamment stable, contrôlée et ne se dégradera pas pendant votre parcours au bloc opératoire. En paire opératoire, nous sommes chargés d'endormir et de veiller sur vous pendant que vous dormez. Pendant que le patient dort, l'anesthésiste, lui, reste éveillé et s'assure que vous êtes en parfaite santé, en parfaite sécurité. Et enfin, nous sommes chargés nous avons la lourde responsabilité de vous réveiller, de vous surveiller en post-opératoire, de nous assurer que vous n'avez pas mal et de prévenir tout ce qui pourrait survenir comme complications en post-opératoire. Voilà en quelques mots le travail de l'anesthésiste. L'anesthésiste chargé de vous endormir, on vous aime pas beaucoup, hein? C'est à tort? L'anesthésiste est l'ami du patient. Ah bon? C'est l'anesthésiste qui est garant de la sécurité du patient pendant tout le parcours au bloc opératoire. Parce qu'il y a souvent des yeux qui vont se braquer là. Il me fait dormir, il m'endort. Ici, je ne me réveille pas. Et oui, ça c'est malheureusement encore une crainte qui demeure dans l'esprit du grand public. Mais endormir et réveiller nous n'endormons que les patients dont nous avons la certitude ou alors pour qui nous avons la conviction de pouvoir les réveiller. D'accord. En fin d'année, on assiste généralement à une forte consommation dans les familles avec les risques encourus. Avec le docteur Fotochimi qui nous rejoindra, eh bien, on évoquera les dangers auxquels sont exposées les populations du fait d'une consommation alimentaire mal maîtrisée ou mal menée, on va le dire ainsi. Mais il y a également, docteur Ngouatna, que cette période est aussi synonyme de risque d'accident sur la voie publique et autres situations d'urgence assimilées. Dites-nous, quels sont les différents cas auxquels on peut s'attendre à l'hôpital La Cantini, au regard bien sûr de votre expérience? Effectivement, Gertrude, avant de répondre à vos questions, permettez-moi également de me joindre à vous et à tous mes collaborateurs, notamment le docteur Chimi qui est en chemin, pour remercier le docteur Marie-Solange Domé-Bongué, qui est notre directeur de l'hôpital, de remercier également le PDG du groupe Balafon Média qui nous offre cette plateforme pour informer, sensibiliser et éduquer les populations de la ville de Douala sur les questions sanitaires hautement importantes et cruciales en cette période de fin d'année. Pour revenir à votre question, quels sont les cas que nous rencontrons ou que nous avons rencontrés pendant ce mois de décembre, ce mois de congé, ce mois de fête? C'est beaucoup de cas de traumatisme, des accidents de la voie publique, des accidentés de la route, des agressions, vous l'avez bien fait de le dire. Et cela se traduit par une augmentation du taux de consultation en rapport avec ces traumatismes. Les motifs de consultation les plus fréquents, ce sont des traumatismes de jambes, les traumatismes de membres, des traumatismes crâniens, des traumatismes thoraciques, abdominaux, et malheureusement nous avons aussi beaucoup de cas de polyfracture, des patients polyfracturés, polytraumatisés, c'est-à-dire qui associent plusieurs traumatismes. Et là, c'était les causes essentiellement, c'était quoi à chaque fois? Les principales causes, nous l'avons déjà dit, c'était des accidents de la circulation, essentiellement accidents de moto. Le mécanisme, c'est une moto qui rentre en choc frontal, un choc direct avec un véhicule léger. C'est parfois nous avons des accidentés de la voie publique, des cars de transport, et aussi nous avons des agressions physiques par des coups de poignard. Nous avons des plaies thoraciques, des plaies abdominales par coups de poignard dus aux agressions, notamment durant la nuit du réveillon. Ça, c'était entre la nuit du 24 et... Attends, c'était dans la nuit du 24 au 25. Effectivement, pendant cette période du 24 jusqu'au 25, et généralement aussi les week-ends, pendant ce mois de décembre, pendant les week-ends où les populations de Douala sortent pour fêter, pour libérer le stress accumulé en semaine, c'est les périodes de grande fréquentation aux urgences de la Cantini de Douala. Il nous a rejoint au pas de course le docteur Chimi, Fotochimi. Bon matin, doc. Bonjour, madame. Un peu essoufflé? Un peu essoufflé. Je tiens aussi à saluer tous les auditeurs en ligne.
Les auditeurs qui sont heureux de vous savoir déjà présents, car on aimerait savoir, vous le savez, comme tout le monde, dans cette période des fêtes de fin d'année, il y a une forte consommation dans les familles, avec bien sûr des risques, les risques encourus. On aimerait donc avec vous davantage prendre connaissance des dangers auxquels sont exposées les populations du fait d'une consommation alimentaire mal maîtrisée. J'ai davantage envie de dire une consommation alimentaire mal menée. Bon, vous savez, pendant les périodes de fête, il y a beaucoup de personnes qui voyagent, il y a beaucoup de rencontres entre des personnes. Il y a des fêtes qui amènent des personnes à consommer beaucoup de repas, à faire des mélanges. C'est ainsi que l'on peut avoir des intoxications, des indigestions ou autres. Bon, quand on parle d'intoxication, là on parle de consommation d'eau ou de boissons, d'aliments qui ont été contaminés par des germes. Ça peut être des bactéries, des virus, ça peut être des champignons. Ça peut également être des produits qui contiennent des produits chimiques qui peuvent se révéler toxiques pour le tube digestif. Donc là, tout cela peut entraîner dans une inflammation du tube digestif, entraînant ainsi des symptômes tels nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, des fièvres même, pourquoi pas. Et c'est peut-être pour ça qu'une fois que la personne a renvoyé, a vomi, elle se porte mieux. On pourrait dire ça? Bon, il faut d'abord voir que, comme on a dit, lorsqu'il y a beaucoup de contacts entre les personnes, il y a une flambée des infections de transmission féco-orale. C'est-à-dire, il y a une notion de manque d'hygiène souvent qui est à noter. Il faut aussi voir comment est-ce que ces aliments ont été conservés. Parce que ce qui entraîne tous ces problèmes que l'on observe, il y a plusieurs facteurs qui sont en cause. Ça part du mode de conservation des aliments, ça part du mode de préparation également, parce que certains aliments mal préparés peuvent conserver les germes à l'intérieur. Ça part également du mode de distribution de ces aliments, et c'est là où on voit l'hygiène des personnes qui s'en occupent. Voilà. Bon, il y a d'autres vecteurs également qui peuvent être en cause. On parle des mouches, on parle des cafards, on parle des rongeurs également, qui peuvent être source d'infection dans ce cadre. Bon, ça fait partie des problèmes que l'on voit au cours des fêtes. Il faut voir qu'à la rentrée scolaire, on a d'autres problèmes. C'est surtout les flambées de syndrome grippaux, lorsque des enfants venant de différents horizons sont amenés à se mélanger. De la même manière, pendant les fêtes, bon, du fait des facteurs de risque que je viens d'évoquer, également, on peut avoir plusieurs problèmes de santé. Alors, docteur Chimie, on vous écoute et on a comme le sentiment que mélanger, ou alors, oui, c'est ça, mélanger les aliments pendant une consommation, c'est pas ça le problème. Je veux dire, on a souvent tendance à se dire qui a consommé du riz, par exemple, à la sauce tomate, ne devrait pas manger en plus un mets de pistache, par exemple. Que c'est pas un bon mélange. Et lorsqu'on l'a fait, on risque une intoxication et tout ça. Mais quand on vous écoute, on a plutôt le sentiment, ça vous allez nous dire si c'est bien compris, on a le sentiment que c'est pas un problème de mélange d'aliments, mais de comment est-ce que ça a été cuit, comment est-ce que ça a été conservé. C'est pour ça que j'ai parlé d'indigestion et d'intoxication. Ok. Indigestion, ça a un trait avec la tolérance de ce que l'on mange, même si ça a été préparé dans des conditions adéquates. Peut-être il y avait trop de graisse, peut-être il y avait trop d'épices, et notre organisme n'a pas pu tolérer cela. Cela a entraîné une irritation. Maintenant, intoxication, là, on parle de toxines. C'est généralement le mécanisme qui est le plus en cause. C'est-à-dire, cet aliment a été contaminé par un produit chimique ou bien par un germe qui produit des toxines. Au moment soit de sa conservation, au moment d'une préparation qui a été inadéquate,
ou bien au moment de la manipulation pour le servir aux personnes. Là, il y a des bactéries qui peuvent produire des toxines, il y a des champignons vénéneux, il y a des virus, surtout le rotavirus, qui peut également être incriminé et qui produit des toxines qui vont entraîner une irritation du tube digestif, amenant donc la personne à se mettre à vomir. C'est-à-dire cela se produit généralement dans les minutes qui suivent l'ingestion du repas ou à 48 heures plus tard. Donc, et on suspecte généralement ces cas d'intoxication alimentaire lorsqu'on a plusieurs personnes ayant consommé le même repas qui présentent les mêmes symptômes. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai parlé d'intoxication alimentaire dans ce cadre-là. Mais des indigestions, on en a. Surtout les personnes qui exagèrent, qui font des excès de table également, peuvent présenter une indigestion. On fait donc bien la différence entre indigestion et intoxication. C'est bien ça. Intoxication alimentaire. Indigestion, ça peut être ces mélanges-là. Et l'intoxication, c'est comment le repas consommé a été cuisiné ou conservé. Voilà. Surtout que dans notre environnement, on observe une utilisation beaucoup plus... Surtout dans nos grands marchés de produits chimiques au niveau des aliments. Certains utilisent pour les faire mûrir, certains les utilisent pour les conserver. Et si, une fois achetés, on ne les rince pas correctement, on peut se retrouver avec ces substances chimiques douteuses dans notre repas. Et cela peut également nous créer des problèmes par la suite. Il y a également les herbicides, tout cela, pesticides qu'on utilise dans les plantations également. Si on ne fait pas attention au moment de la préparation, du conditionnement des aliments, on peut se retrouver en train de les consommer. Et cela peut entraîner, en fonction de la toxine en cause, beaucoup de symptômes. Tout à fait. Alors, on a utilisé deux mots, deux termes depuis tout à l'heure, intoxication, indigestion. Lorsqu'on parle de gastro-entérite, qu'est-ce que c'est? Bon, gastro-entérite, ça veut dire littéralement inflammation du tube digestif, entraînant une irritation de l'estomac et de l'intestin. Inflammation du tube digestif. Oui, estomac, intestin. Donc, ça va se manifester, comme on a dit, diarrhée, vomissement, crampes abdominales, ça peut m'aller jusqu'à la fièvre. Et comme je l'ai dit tantôt, une intoxication alimentaire du fait de la consommation d'un aliment ou d'une boisson contaminée va entraîner cette inflammation et ces symptômes que l'on va retrouver. Pareil pour l'indigestion, ou ce sera différent? L'indigestion, c'est un peu plus... peut-être une inflammation minime, mais pas autant prononcée que lorsqu'il s'agit d'une intoxication alimentaire. Docteur Ngouatna, à quel moment, dites-nous, à quel moment précis peut-on dire que le cas d'un patient nécessite une intervention urgente? On va rappeler cela aux auditeurs. Vous êtes urgentiste, anesthésiste également, et aussi 50 25 25 50. Vous pouvez échanger avec nos invités ce matin, nos spécialistes, pour une question, une interrogation, une zone d'ombre en lien bien sûr avec la thématique de ce jour. Docteur Ngouatna, à quel moment parle-t-on de cas d'un patient nécessitant une intervention d'urgence? Merci pour la question, Gertrude. Déjà, il faudrait peut-être que nous commencions à définir ce que c'est qu'une urgence. Une urgence est une situation une urgence médicale. C'est une situation sanitaire grave, c'est-à-dire que la situation grave ou susceptible de s'aggraver. Donc, soit elle est grave d'emblée, soit vous avez une crainte qu'elle s'aggrave et qui nécessite effectivement donc une intervention urgente. Comment reconnaître une situation d'urgence? Une façon simple de reconnaître une situation d'urgence, c'est déjà de se poser 3 ou 4 questions. La première question, c'est: le patient, est-ce qu'il respire bien? D'accord. Si le patient respire bien, ça veut dire que les voies aériennes sont libres, ça veut dire qu'il a la possibilité de puiser de l'oxygène qu'il y a dans l'air, dans l'air que nous respirons, et de l'amener jusqu'au niveau du poumon. La deuxième question, c'est est-ce que le cœur pompe bien? En médecine, on dit est-ce que le débit cardiaque est adapté? Est-ce qu'il est bon? Une façon simple de le savoir, c'est est-ce que le patient est bien coloré? Est-ce qu'il n'est pas pâle, ou surtout aux extrémités, est-ce qu'il n'est pas froid? Est-ce qu'il a des bons pouls périphériques? Encore que la palpation des pouls actuellement est réservée au personnel médical. Dans les formations de grand public, on apprend peu la palpation des pouls. Mais une simple façon, est-ce qu'il est pâle aux extrémités? Est-ce qu'il est froid? Est-ce que quand j'appuie sur le lit de l'ongle, est-ce que ça se recolore tout de suite?
Ça se recollant tout de suite en moins de 3 secondes. C'est un geste simple qui peut nous permettre de dire que non, le cœur pompe bien et suffisamment. Et ça veut dire cet oxygène qui était au niveau du poumon et qui a traversé le poumon pour arriver dans le sang. Le cœur donc peut le véhiculer de manière adéquate jusqu'au niveau des organes cibles. La troisième question, c'est est-ce que le patient il est conscient? Un patient conscient, c'est un patient qui peut obéir à un ordre simple. Monsieur, madame, si vous m'entendez, ouvrez les yeux, serrez-moi la main. Ça veut dire que quand je lui ai parlé, il a écouté ce que j'ai dit, il a intégré, le cerveau a intégré, analysé et compris ce que j'ai dit. Et maintenant, le cerveau va émettre un ordre aux muscles pour exécuter. Tout ce trajet, s'il est effectué, voudrait dire que le patient est conscient. D'autres questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que le patient, est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il n'a pas de mouvements anormaux? Est-ce qu'il n'a pas de lésion, de blessure visible? Est-ce qu'il n'a pas de traumatisme visible? Est-ce qu'il n'y a pas de j'ai dit chaud, j'ai dit traumatisme, j'ai parlé de la coloration. Donc voilà quelques éléments qui peuvent nous permettre de juger de l'état d'urgence d'un patient. Ce sont des questions simples que le grand public peut se poser pour savoir si un patient nécessite une intervention. Au téléphone, on va prendre le premier auditeur qui se signale au 650 25 25 50, numéro qui vous permet d'échanger avec nos spécialistes. L'auditeur qui malheureusement est déjà reparti nous fait signe Ben Agige 650 25 25 50. À ce numéro de téléphone, vous pourrez donc échanger avec nos spécialistes ce matin pour une question, une interrogation, une zone d'ombre en lien bien sûr avec la thématique. On s'intéresse à ces accidents qui surviennent souvent en période festive, ces intoxications alimentaires, d'Eric également. Au téléphone, allô, bon matin. Allô, bonjour. Malheureusement, on a perdu cet autre auditeur. Comment éviter une catastrophe qui a vite fait de se pointer en cette période des fêtes de fin d'année? Au téléphone, bon matin. Allô. Bonjour à vous, monsieur. Comment je vous appelle? Oui, monsieur, madame, moi je m'appelle Patrick. Patrick nous appelle d'où? Depuis Bangafokam. Vous avez dit comment? Bangafokam. D'accord. Bienvenue, nos médecins vous écoutent. Ok, maman, je vous ai dit que moi je suis jeune agriculteur biologique, ça veut dire que nous faisons dans la biologité de certaines cultures, nous n'utilisons plus des produits chimiques, donc je ne vois pas l'inconvénient à certaines productions. On a dit que nous pouvons tous se mettre dans la production biologique, à ne plus utiliser les produits chimiques lors de nos cultures. Là, nous aurons amélioration dans nos alimentations et on ne voit pas là où l'inconvénient des maladies sortiront. D'accord. C'est une sensibilisation que vous faites ce matin, c'est cela? Oui, la proposition qu'elle fait, c'est de ne plus trop utiliser des produits chimiques dans les aliments de production. C'est-à-dire essayer à faire des productions sans toutefois mettre du chimique en excès. Donc, c'est-à-dire réduire un peu. Bon, fait là maintenant, alors, c'est une autre culture qui vient d'être instaurée dans l'agriculture, c'est-à-dire que la production biologique. Bon, nous sommes des permaculteurs, donc c'est pour cette raison que j'ai hâte de vous reproduire cela. D'accord. Merci infiniment, notre auditeur qui fait donc une recommandation à l'endroit de ses compères pour éviter aux uns et aux autres d'exposer les populations aux intoxications alimentaires, parce que ça commence au niveau de la terre et comme nous l'expliquait encore le docteur Chimie, ça finit par se retrouver à table et bien sûr dans l'organisme, provoquant ce qu'on sait, ce qui suit, des intoxications alimentaires. 650 25 25 50 au téléphone. Bon matin. Bonjour madame. Comment je vous appelle monsieur? Bienvenue. Justin Fonson. Nous appelle d'où? Je m'appelle Douala, on a dit. Les spécialistes vous écoutent. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, docteur, avant de poser ma préoccupation, je voudrais d'abord féliciter tout le corps médical de l'hôpital Akentini. Déjà pour le travail qu'il a bâti.
j'étais là l'autre jour avec un malade. J'ai vu l'hôpital très propre, très organisé. Vraiment, ce que je n'avais jamais vu autrefois à l'hôpital La Quintini. L'hôpital La Quintini, autrefois, était le genre où si j'avais un cas d'accident à l'entrée et que je pouvais pas aller, on me demande de m'amener là-bas, je refuserais. Parce que juste traverser le sol, là, je pensais peut-être à la mort. Autrefois, c'était sale, désordonné. Mais cette fois-ci, j'ai vu une autre face de l'hôpital. Déjà, je vous félicite pour ça. Vraiment, j'étais vraiment très content et très... Maintenant, ma préoccupation, c'est au niveau des urgences. Tout à l'heure, la journaliste vous a demandé comment on fait pour savoir quand un malade est en état d'urgence et autres, et comment faire. Voilà, c'est le problème que j'ai eu là-bas. C'est-à-dire, vous amenez, par exemple, je prends mon cas par exemple, pour mieux expliquer ce qui m'a beaucoup dérangé là. Vous amenez un malade qui a fait l'accident aux urgences. Quand on le prend bien, on le calme quelque part aux urgences, on prescrit la radio. Peut-être la radio va durer, je crois, peut-être 12 heures de temps, je ne sais pas, peut-être jusqu'à 24 heures. Le malade est là. Peut-être c'est la radio qui devrait permettre de savoir s'il a une hémorragie interne ou pas. Après la radio, on voit que le cas est un peu inquiétant. On prescrit le scanner. Le scanner à son tour va durer peut-être 48 heures comme ça. Vous pouvez voir que le malade avec l'argent peut rester à l'hôpital 72 heures sans prendre vraiment les soins appropriés. Et peut-être meurt ou peut-être son cas se complique, si on peut dire ça comme ça. Ça, c'est ma préoccupation principale. L'urgence là. Comment est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas, la photo là, pourquoi ça dure trop comme ça? Alors que c'est ça qui peut orienter le médecin à faire vraiment l'intervention qu'il fallait. En gros, vous n'avez pas ressenti une gestion d'un cas d'urgence. Effectivement, madame, vous me comprenez là. Donc là, les gens ne se sont pas maniés comme il fallait en cas d'urgence. C'est-à-dire que si l'hémorragie est très forte, avant qu'on arrive au stade où on a tous les éléments pour savoir quelle intervention faite, le cas c'est compliqué. Pourtant, ce n'est pas un problème d'argent, je sais pas. C'est ça ma préoccupation. D'accord. Très bien suivi. Le docteur Ngwadna, vous répondez tout de suite à l'auditeur. Merci. Je voudrais saluer l'auditeur et lui remercier de nous faire ce retour concernant les urgences de l'hôpital La Quintini. C'est une préoccupation qui existe et c'est l'occasion pour nous ici de réitérer que le top management de l'hôpital, les responsables du service des urgences et de radiologie sont conscients de tout ceci et des moyens sont mis en œuvre. Je peux vous le rassurer, des moyens sont mis en œuvre pour que ça change. Pour que ce délai que le patient déplore dans le rendu de certains examens soit raccourci au maximum. Soit raccourci au maximum. Et ça a déjà commencé par l'instauration au sein des urgences d'un laboratoire de biologie. On n'a plus besoin d'aller au grand laboratoire en bas. Nous sommes toujours, et maintenant nous sommes en train de mettre sur pied un processus de traitement ou de visualisation des images de radiologie sans besoin de se déplacer. Pour aller en radiologie, effectivement, regarder la radiographie ou le scanner. Ça fait appel aux moyens de communication, aux moyens nouveaux de communication. Ça peut passer par... je vais prendre un exemple d'une plateforme qui existe, une plateforme d'échange de messagerie qui existe déjà sur le plateau. Il y a plusieurs solutions qui sont évoquées, mais je puis rassurer les prochains éditeurs, je puis rassurer les auditeurs que tout est fait et tout continue à être fait pour raccourcir au maximum le délai de rendu des résultats. Cependant, il faudrait préciser que ce n'est pas les urgentistes ou le médecin aux urgences n'attend pas la radio ou le scanner pour prendre en charge le patient. La première chose, la prise en charge du patient aux urgences commence déjà par un triage.
il faut classer le patient en fonction de la gravité de sa pathologie. Et immédiatement après cette classification, nous alertons toute une équipe de prise en charge qui est constituée d'un médecin, d'un infirmier, éventuellement assisté d'étudiants pour stabiliser le patient. Et c'est après avoir stabilisé le patient que très souvent, effectivement, dans les cas de traumatisme, nous avons besoin de poser le diagnostic précis. Est-ce qu'il y a une fracture? Est-ce qu'il y a une luxation? Est-ce qu'il y a un saignement interne chez le patient? Parce que, effectivement, ce sont des informations qui pourraient nous permettre de poser l'indication d'une chirurgie. Dans tous les cas, la préoccupation de l'auditeur, on l'a comprise, vous l'avez noté, elle est réelle, et à l'hôpital La Cantine de Douala, on travaille à changer cela. Voilà. Au téléphone, le dernier auditeur, on est déjà tenu par le temps. Allô, bon matin, le dernier auditeur. Merci, bonjour. Comment je vous appelle, monsieur? Narcisse Choupé. Bienvenue, nos spécialistes vous écoutent. Oui, j'interviens là pour vous parler des urgences. Je vais parler de mon cas à moi-même. J'apprécie déjà que l'hôpital ait installé des laboratoires aux urgences et que les mesures soient en train d'être prises pour que les cas de radio et de scanner puissent être vite faits. Mais la prise en charge des patients en urgence. Moi, j'ai eu une crise aiguë des calculs rénaux. Je suis arrivé aux urgences de la Cantini. Je n'avais plus de larmes aux yeux, tout avait séché, la salive avait séché dans la bouche. Il a fallu que mes frères bagarrent pour qu'on vienne même me mouiller la bouche. J'étais resté pendant plus de 2 heures, mes yeux tournaient. C'est quand j'en sors que mes frères me disent que non, si on ne bagarrait pas là, on a même failli taper les médecins parce que tu étais couché là, tu ne parlais même plus, on a cru que tu étais mort. Pour qu'on vienne même... Bon, ils m'ont mis quelques produits dans la bouche qui m'ont directement relevé seulement après la réaction de mes frères. Ça, je parle là de la prise en charge. Au sorti là, c'était vraiment... C'était pas bien. Merci. Merci pour ce témoignage-là. Le docteur Ngouatna l'a dit, on travaille à améliorer pas mal de choses. Georges Sémé nous a rejoint et on va sortir rapidement avec cette intervention. Bon matin, Joe. Merci Gertrude. Bonjour à tous les auditeurs et followers de Radio Balafon. C'est juste pour répondre aux 2 réactions qui concernaient les urgences tout à l'heure et Dr Ngouatna a essayé d'apporter une réponse, mais je pense qu'il faut insister sur le fait que l'hôpital La Cantini, comme l'a dit le précédent auditeur, est en pleine transformation. Il a noté cette métamorphose physique qu'il a observée à l'hôpital La Cantini, mais c'est également sur le plan médical, sur le plan du matériel. Le Dr Ngouatna a parlé d'un laboratoire qu'on a installé au sein des urgences, c'est une réalité. Et on travaille à ce que les autres outils d'aide au diagnostic soient prêts aux urgences afin de raccourcir la prise en charge des patients. Et ces réalités qui viennent d'être mises en exergue par les 2 précédents auditeurs sont des réalités pour lesquelles nous luttons, pour lesquelles nous combattons avec le nouveau management. Ce sont des pesanteurs qui existent, mais que nous combattons. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied des outils de communication extrêmement modernes, des talkie-walkie, des téléphones, qui nous aident à intervenir en temps réel pour appeler les spécialistes à prendre en charge très rapidement les cas d'urgence. Mais également, nous avons des numéros que nous avons affichés au sein des urgences. Si un patient a une préoccupation, il appelle tout de suite et il trouve une réponse à sa préoccupation. Je pense que ce sont des outils qui permettent à ce que la prise en charge soit tout à fait diligente, mais ces pesanteurs sont une réalité que nous reconnaissons et nous travaillons avec le management pour que ça arrive plus, puisque la santé, ça dépend également de la célérité de la prise en charge. Les urgences sont un espace où effectivement il faut rapidement, il faut une célérité afin d'apporter une satisfaction aux différents patients. Et juste rappeler que c'est la dernière émission de l'année, Gertrude, si vous le permettez. On est à la 98e, c'est la dernière émission de la Cantine avec vous. C'est l'occasion pour nous de remercier le management actuel qui a préservé cet important acquis après 1 an. Je crois que ça valait la peine de maintenir La Cantini avec vous parce que ça permet aux populations de connaître le savoir-faire de l'hôpital La Cantini tel que c'est évoqué sur ce plateau avec nos spécialistes, mais ça permet également d'édifier les populations sur certaines questions de santé.
Et tout cela a été rendu possible par l'opiniâtreté de notre management. C'est l'occasion de remercier Radio Balafon qui nous offre ce cadre vraiment parfait pour édifier les populations et la disponibilité de tous les présentateurs et les techniciens qui nous offrent cette plage chaque samedi. C'est vrai, rien n'est parfait, tant à l'hôpital Akintini qu'à Radio Balafon. Nous faisons tout pour que la bonne information sanitaire soit diffusée aux populations et en 2026 également, ce sera l'un de nos principaux challenges. La dernière de l'année, mais avant de nous séparer, Dr Fotso, chimie, en attendant l'intervention d'un spécialiste, comment est-ce que on devrait se comporter à l'immédiat face à une situation d'urgence gastro-entérologique? Il est question avant de se rendre à l'hôpital, puisque c'est généralement une notion de diarrhée, vomissement, de se réhydrater. Réhydrater, c'est-à-dire consommer pas de l'eau plate, parce que quand vous faites de la diarrhée, quand vous vomissez, vous perdez pas seulement de l'eau, mais vous perdez également des électrolytes. Donc, les questions, si vous êtes à la maison, de prendre de l'eau avec du sel, ou bien de prendre des sels de réhydratation orale dans la pharmacie proche en vous rendant à l'hôpital. Il est bien vrai que si vous vomissez, ce sera d'autant plus difficile. C'est pour ça que il est recommandé dans les premières heures de se rendre rapidement à l'hôpital, aux urgences notamment. Pour qu'une réhydratation puisse être faite en fonction des symptômes. Il y a également d'autres traitements qui peuvent être administrés. Parce que ces toxines n'entraînent pas seulement diarrhée et vomissement en fonction du type de toxines. On peut avoir également des paralysies, des détresses respiratoires. On peut avoir également des diarrhées sanguinolentes, des anémies, thrombopénies, des syndromes hémolytiques et urémiques. Donc tout cela va vous amener à aller directement à l'hôpital en évitant bien entendu un maximum de contact avec votre entourage, de peur de les contaminer également. Et c'est sur ce qu'on va mettre un terme à cette dernière de l'année, Georges. Oui, c'est passé très vite. C'est la 98e émission et voilà. On est toujours tout heureux de venir à Radio Balafon et c'est l'occasion pour nous, au nom de Madame le directeur, au nom de mes collègues sur ce plateau, nous souhaitons de très bonnes choses à nos auditeurs et aux followers de la continuer avec vous et de Radio Balafon pour l'année 2026. Point final donc, on se donne rendez-vous dans un an. Tout à fait, dans quelques jours. Dans un an, dans quelques jours. La Cantini avec vous, au point final donc pour ce numéro du 27 décembre 2025. Merci infiniment, Madame, Monsieur, d'avoir été des nôtres. Merci, chers spécialistes. Georges Sémé, pour ces 52 semaines, on va remercier le Très-Haut d'avoir permis que nous soyons là à chaque fois. Merci également à vous, chers auditeurs, d'avoir été fidèles à Radio Balafon et notamment à ce programme. À la partie technique, il officiait ce matin encore Ben Agi. Il nous a rejoint, Ibrahim Douanasabé. Merci infiniment, Madame, Monsieur, de rester connectés. Les programmes sur Radio Balafon se poursuivent. Agréable écoute à toutes et à tous. Excellente fin d'année. Vous êtes sur Radio Balafon. Bonne fête de fin d'année. Basi yanga pe